Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage, dans lequel aujourd'hui nous allons plonger dans un univers où jamais je n'aurais pensé personnellement mettre les pieds. Toute notre histoire va commencer par une vidéo dénonçant un site problématique. Et à partir de là, j'ai été littéralement aspiré par un sujet aussi sombre qu'imprévisible, les sites de discussion pour enfants, ou les sites de chat si vous préférez. Ce qui ne semblait être qu'une plateforme sans grande ambition s'est révélé être un univers complexe et troublant que je vous partage sans plus attendre. Bon voyage. En 2020, deux youtubeurs américains de renom sortent l'un à la suite de l'autre une vidéo sur un sujet très grave. Le premier de ses créateurs est MamaMax, qui, au début du mois de juin 2020, publie une vidéo intitulée KidsChat.net. Quelques semaines plus tard, le 15 juin 2020, le second créateur, Nexpo, sortira une vidéo sur le même sujet titrée « Ce site internet doit fermer ». Entre ces deux vidéos, une troisième est publiée, le 13 juin 2020, et cette fois-ci créée par un autre créateur de contenu, Mutahar, de la chaîne Some Ordinary Gamer. Sa vidéo porte un titre très différent de celle de Nexpo et MamaMax. YouTube a supprimé la vidéo de mon ami. Si je vous parle de ces trois vidéos, en fait c'est pour deux raisons. La première, c'est que les vidéos de MamaMax et de Nexpo abordent un sujet sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. La seconde, c'est que Nexpo et Mutahar ont sorti leurs vidéos pour aider MamaMax, car ce dernier a découvert quelque chose qui ne semble pas avoir plu du tout à YouTube. Quelque chose qui a par ailleurs tant déplu que la plateforme a alors décidé d'interdire la diffusion du sujet abordé par MamaMax. Suite à cette interdiction, Nexpo et Mutahar, qui à l'époque étaient amis avec MamaMax, ont créé les deux vidéos dont je viens de vous parler pour aider la sienne à être remise en ligne par YouTube, ce qui sera fait le 19 juin 2020. Alors, il faut rappeler que pour les Français qui ne connaissent pas bien le monde du YouTube US, que MamaMax aujourd'hui a absolument tout arrêté suite à des controverses entourant sa personne, son contenu ainsi que son attitude envers plusieurs victimes qui auraient apparemment été manipulées. Alors en effet, si vous êtes curieux et que vous faites quelques recherches aujourd'hui concernant ces trois créateurs, ne vous étonnez pas de découvrir que MamaMax avait en fait sa part d'ombre. Et cette part d'ombre, il en a payé le prix fort. Perte d'amis, retrait des réseaux sociaux et bien d'autres conséquences. Toutefois, pour ce qui est de notre histoire, il faut revenir sur ce que ce MamaMax a exposé dans sa vidéo, ce qui a suscité autant d'appui de la part de ses amis créateurs. Et pour comprendre de quoi il s'agit, direction son ancien compte Twitter. J'ai récemment réalisé un documentaire dénonçant des prédateurs d'enfants et un réseau pédocriminel qui sévit actuellement sur Internet. Des signalements officiels ont été transmis au FBI et au NCMEC à la suite de cela, et ils peuvent être fournis sur demande. Des prédateurs ont signalé la vidéo, ce qui a entraîné sa suppression, et mon appel a été rejeté. Dans sa vidéo, MamaMax expose la présence de prédateurs sur deux sites de chat destinés aux préados et ados, KidsChat.net et teen-chat.org. Il indique également avoir pris des dispositions légales en dénonçant ces sites à la fois au FBI et à un organisme, le NCMEC, qui est une association américaine à but non lucratif spécialisée dans la protection des enfants. On y apprend donc que ces deux sites sont des repères de prédateurs et que ces derniers s'en donnent à cœur joie pour approcher les enfants et les adolescents en leur faisant des propositions totalement inappropriées. Alors je prends des pincettes en choisissant mes mots avec soin car YouTube est très vigilant avec ma chaîne en ce moment, je vous le dis. Cette présence massive de prédateurs est essentiellement due à deux défauts importants de la part de ces sites. D'une part, le manque de modération qui est assez flagrant et d'autre part, une absence totale de contrôle de l'âge à l'inscription. Mais pourquoi YouTube a décidé de retirer sa vidéo ? En fait, cette décision fait partie des mystères de YouTube et démontre surtout les failles de modération de cette plateforme dont j'ai déjà personnellement fait les frais. En revanche, l'avantage collatéral pour l'histoire présentée par MamaMax fut la mise en avant par Nexpo et Mutahar de sa vidéo et du sujet qu'il aborde. Les millions de vues cumulées autour de ce sujet ont suscité énormément d'intérêt chez les internautes. Ainsi, sur Twitter est apparu le hashtag #ShutKidsChat ou en français, fermer le site KidsChat. Ce dernier a fait son apparition sur les réseaux sociaux accompagné d'une pétition qui, il faut l'avouer, n'aura pas le succès escompté, avec seulement 9000 signatures encore aujourd'hui. Très rapidement toutefois, quelques articles de presse enquêtent sur le sujet et corroborent les découvertes faites par MamaMax. Sur YouTube, étonnamment, peu de vidéos vont suivre. Seules quelques-unes vont apparaître, relatant les recherches de MamaMax, dont certaines se sont démarquées en s'amusant à créer des speedruns, pour savoir qui tomberait le plus rapidement sur un prédateur, en créant des comptes sur lesquels ils se font passer pour des adolescentes. En France, le plus gros youtubeur, me semble-t-il en avoir parlé, c'est Adam le Rigolo, hélas. Cependant, sur sa vidéo de 10 minutes, il n'aborde le problème qu'en parlant 2 minutes. Le reste, c'est du blabla qui ne sert à rien.
Si j'observe bien ce que tu racontes là, en fait, au bout du compte, l'histoire ne semble avoir eu qu'un intérêt plutôt modeste. Trop modeste même, et pour cause. Pour les créateurs, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, car le sensationnalisme s'arrête au message des pervers présents sur les plateformes, et puis c'est tout. Du coup, pour eux, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, à part réaliser leur fameux speedrun ou reprendre ce que raconte Mamamax. Du côté des journaux, qu'ils soient en version papier ou numérique, c'est un peu la même chose. En fin de compte, il n'y aura aucune intervention, aucune enquête, en tout cas publique, ni aucune autre découverte. Rien. Ce qui va tendre en fait à entériner ce problème. Et tout cela, en fait, ça va tomber dans l'oubli. Au point même qu'encore aujourd'hui, soit 6 années après les premiers appels à vigilance, kidschat.net et teenschat.org sont toujours sur pied et fonctionnels. Sauf que là, attends, je t'arrête là, mais j'imagine que si aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'il y a certainement eu du développement. J'imagine que tu nous as dégoté quelques petits points intéressants. On est quand même dans un rabbit hole ici. Oui, il y a de nouveaux développements. Et vous allez voir que bien que le problème ne soit aujourd'hui toujours pas résolu, il est encore plus vaste que ce que Mamamax pensait avoir découvert au départ, et va s'étendre jusque dans l'Hexagone, en France, sous vos nez, à la vue de tous. Avant de plonger dans les profondeurs de ce second chapitre, il faut savoir qu'en fait, TeenChat et KidsChat avaient, bien avant la vidéo de Mamamax, fait parler d'eux. Le premier à avoir cerné la présence de prédateurs sur ces réseaux est Ryan Langang, alors directeur du collège Mandan, situé dans le Dakota du Nord. En 2018, il avait publié un message sur la page officielle de l'établissement pour prévenir de la présence de prédateurs sur ces sites. Une année plus tard, sur la page Facebook du département de la police de la ville de Westlake, dans l'Ohio, les autorités partagent une image de prévention expliquant qu'après seulement 30 secondes de présence sur le site TeenChat, des messages inappropriés apparaissent déjà. La police ajoutera par ailleurs ce texte que je vais vous lire. Avis aux parents, soyez vigilants concernant le site web teen-chat.org. Il s'agit d'un site de discussion avec des inconnus qui se présentent comme un espace de chat pour les grands enfants et les jeunes adolescents. Ce n'est sûr pour aucun enfant ni adolescent. Zoomez sur l'image pour comprendre pourquoi. Et en regardant d'un peu plus près sur cette fameuse image, on peut en effet voir un message directement dans le chat dans lequel quelqu'un propose à toute fille présente. Bon, en gros, vous voyez très bien ce que je veux dire, pas besoin de vous faire un dessin. En gros, t'es en train de nous dire qu'au moins 2 années avant que Mamamax sorte sa vidéo, qu'il faut rappeler qu'elle-même a été amplifiée par Nexpo et Mutahar, la présence de ces prédateurs sur ces réseaux était déjà connue. Oui, et comme nous l'avons vu, même la police est au courant. Pourtant, les choses ne vont pas évoluer dans le sens auquel on pourrait s'attendre. Mais avant d'aller plus loin, je me suis posé une question toute simple. Enfin, en apparence. D'où viennent ces sites? Qui les a créés? Qui est derrière tout ça? Pour trouver la réponse, quoi de mieux que de faire un tour sur la fameuse Wayback Machine pour y effectuer quelques recherches. Et pour commencer, j'ai décidé de partir du site KidsChat, sachant que pour le site teen-chat.org, c'est exactement la même chose. Les premières traces de ce site sur Internet se trouvent au courant de l'année 1999, année durant laquelle le site est indiqué comme étant en construction. C'est en 2001 que le nom de domaine s'installe finalement sur le web, aux côtés d'une série d'autres sites de chat. En observant les différents salons proposés, on s'aperçoit rapidement que la personne derrière tout cela a des envies de grandeur. Elle semble vouloir bâtir un véritable empire du chat en ligne. Ainsi, à côté du chat pour enfants, on retrouve un salon pour adolescents, qui n'est autre que ce fameux teen-chat.org, un autre pour collégiens, un pour les fans de Pokémon, un espace dédié spécifiquement aux filles, ou encore un salon pour adultes, pour ne citer que. Et déjà à l'époque, le site aurait dû interpeller, parce qu'en cliquant sur le chat dédié aux enfants, ce fameux KidsChat, on tombe sur une page présentant des onglets pour le moins suspects. Nous avons l'onglet Viagra, l'onglet Casino ou encore Argent gratuit. Alors que viennent faire de tels onglets sur un chat pour enfants? Je me pose encore la question. En 2004, le site va changer de design, mais continue de proposer des liens vers des chats qui ne sont pas nécessairement destinés aux mineurs. C'est en 2007 que KidsChat adopte finalement la forme qu'il gardera pendant des années. Et c'est aussi à ce moment-là que des règlements clairs sont mis en place, indiquant qu'il faut au moins avoir 13 ans pour participer au chat. Problème, ce site de chat est accompagné d'un forum, et sur ce forum, on peut trouver des liens menant à des groupes de discussion pour adultes. Et quand je dis pour adultes, c'est pour adultes. Pas besoin de nous faire des dessins encore une fois. Ainsi que des bannières publicitaires liées directement à des sites pour adultes ++. On y voit par exemple un lien +18 menant vers des live cam dont l'image nous indique que le contenu ne laisse que peu de place au doute. Retenez bien ce nom, par contre, présent dans ce fameux encart publicitaire, myfreecam.com.
Je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est également en 2007 qu'on peut retrouver dans plusieurs encarts de journaux la promotion du site kidschat.net, dans lesquels ce dernier est vanté auprès de ses lecteurs comme étant un site fun et sécurisé pour les enfants. Oh, la grosse blague. Ou que oui. Le souci, c'est que cette publicité donne une image rassurante d'un site qui semble fonctionner à merveille. Sa notoriété ainsi grandit et en 2017, il s'offre même une nouvelle refonte, très proche de celle que l'on retrouve aujourd'hui. Le règlement du chat à côté évolue. Il se présente désormais comme un site spécialisé pour les adolescents allant de 13 à 19 ans. Mais pour vérifier l'âge, rien de tel que de vous croire sur parole. En gros, ces chats n'ont absolument aucun contrôle parental et il est bien trop facile pour un adulte de s'y introduire. Et là, je n'ai fait référence bien entendu qu'à KidsChat, mais le parcours, comme je vous l'ai dit, est exactement le même pour son homologue problématique, teen-chat.org. Tous deux s'adressant à des pré-ados allant de 13 à 19 ans. Le véritable problème avec ces deux plateformes, c'est qu'elles font partie d'un réseau bien plus vaste, un empire du chat permettant des ponts directs entre enfants, adultes et pornographie, via la source qui est à la base de tout, ChatAvenue. Alors je ne vous ai pas encore parlé de ChatAvenue, mais ce nom, en fait vous l'avez déjà aperçu dans une image que vous ai présentée, alors excusez-moi Spotify, vous n'avez pas l'image, mais dans une image que nous avions déjà vue en 2001, puisqu'il figurait déjà au bas de la page où était présenté pour la première fois KidsChat, TeenChat et leurs confrères pour adultes. Pour résumer la situation, nous avons une entité globale nommée ChatAvenue, qui chapeaute plus d'une dizaine de sites de discussion, dont 2 sont destinés spécifiquement aux mineurs. Enfin, peut-être 3, avec ce fameux chat pour les Pokémon, mais qui a disparu depuis. Et c'est en farfouillant dans cette forêt de sites que nous allons ouvrir une véritable boîte de Pandore et pousser des portes qui ne devraient pas exister. D'après les données du FBI, chaque jour, plus de 500 000 prédateurs œuvrent sur Internet. La tranche d'âge la plus à même d'être manipulée est celle des 12-15 ans. Plus de 50% des victimes d'exploitation sexuelle en ligne ont entre 12 et 15 ans. Par ailleurs, 89% des avances sexuelles envers des enfants prennent place dans des chats sur Internet ou via des messageries instantanées. Dans 27% des cas d'exploitation, les prédateurs ont demandé aux enfants des photographies à caractère sexuel. Sur cet ensemble, enfin, 4% des enfants ont reçu des sollicitations agressives de la part des prédateurs, incluant des essais de contact en dehors des réseaux sociaux. Avec ces données, on se rend compte à quel point en fait les sites de chat ou de discussion en ligne, avec si peu de modération et de réglementation, peuvent devenir des terrains de chasse pour certains esprits mal intentionnés. Mais est-ce que ces 2 sites pour enfants se sont exprimés sur ce sujet ? Parce que j'imagine qu'avec le temps, ils ont été alertés. Je veux dire, par ce problème, ça les concerne quand même directement. Eh bien oui. Ils se sont exprimés dans 2 messages différents mis en ligne, sur le blog du site KidsChat, respectivement les 6 et 14 juin 2020. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces messages qui sont long. Mais pour résumer, l'administrateur blâme Mamamax, sans jamais le nommer, pour avoir fait une vidéo sur KidsChat, expliquant qu'il y a des prédateurs partout, pour finir par affirmer que leur site est pas mal sécurisé et qu'il n'y a pas de problème, selon lui, ce qui est bien entendu totalement faux. La personne ayant mis ses réponses en ligne porte le pseudo d'Arkham, et ce fameux Arkham tire son pseudo de l'univers de Batman, comme le montre par ailleurs sa photo de profil. Et Arkham, c'est l'administrateur principal de KidsChat, mais aussi de TeenChat. C'est donc lui le maître à penser de ces chats ? Oui, c'est lui. Et c'est aussi lui qui est en charge de protéger enfants et adolescents présents sur les chats, en dirigeant plusieurs modérateurs œuvrant sous sa coupe. Sauf que l'on a en droit de se questionner sur la manière dont il gère certaines situations. Et pour comprendre, je vais prendre l'exemple d'un message datant de 2020 dans lequel on apprend qu'un modérateur a banni une jeune fille car elle a décrit « j'ai 21 ans » dans le chat. Étant donné que l'âge maximal autorisé sur le site est de 19 ans, si vous annoncez avoir 21 ans, vous êtes logiquement banni. Ce que la jeune fille a simplement voulu faire ici, c'était de l'humour, puisqu'elle n'a en réalité que 13 ans. Elle a alors suite à cela créé un autre compte pour parler à la modération et expliquer sa situation. Le modérateur lui explique alors que pour débannir son compte, elle doit passer directement par Arkham. Et c'est là que le problème survient. Écoutez bien comment elle va devoir procéder. Je vais te dire comment contacter Arkham. Tu auras besoin d'un email, car lui envoyer un message est la seule façon de le contacter directement, et son adresse, et tu devras probablement lui envoyer une sorte de pièce d'identité, comme un acte de naissance ou une carte scolaire qui prouve que tu as 13 ans. Tu n'envoies ces documents qu'à lui seul. Et crois-moi, Ark est une personne de confiance et il ne fera rien de mal avec les informations que tu lui donneras. Je le sais car j'ai vu de nombreux cas de personnes qui ont soit fait une faute de frappe sur leur âge, soit plaisanté à ce sujet et qui ont été bannies. Lorsqu'on leur a demandé de prouver leur âge, elles ont été débannies une fois qu'elles ont montré une pièce d'identité prouvant qu'elles avaient moins de 20 ans. Donc là, ce Arkham,
demande accès à des pièces d'identité privées contenant des informations privées d'enfants ou d'adolescents. Et pour les protéger, la seule chose qui est mise en avant, c'est « Ark est une personne de confiance ». Mais c'est lunaire, ça. C'est totalement hors sol, et surtout terriblement dangereux pour le public présent dans ces chats. En faisant cela, ils divulguent leur identité à un inconnu, et c'est extrêmement grave car qui nous dit que cet Arkham est réellement quelqu'un de confiance? D'autant plus que, écoutez bien, une journaliste nommée Anna Slatz, ayant enquêté sur ce fameux Arkham, a dévoilé un fait inattendu. Ce dernier n'est pas seulement l'administrateur de Kids Chat et Teens Chat, il est présent en fait sur tous les sites créés sous la bannière Chat Avenue. Est-ce que les enfants peuvent alors réellement faire confiance à un individu travaillant simultanément sur des chats aux thématiques pornographiques et sur des chats pour enfants? Sur ce point, je me permets d'émettre un petit doute. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un œuvrer à la fois dans le porno et dans le monde de l'enfance, il a fini sur l'île d'Epstein. Ce qui n'est pas bon signe. Et cette fameuse Anna ne s'est pas arrêtée là dans son enquête. Elle s'est posé une question fort intéressante. Comment ces sites de discussion en ligne génèrent-ils de l'argent? Les sites de discussion, y compris KidsChat, semblent générer des revenus grâce à la publicité, principalement via Google Ads. Cependant, sur presque tous les sites de Chat Avenue, à l'exception de certains explicitement destinés aux enfants, on retrouve le nom d'un sponsor, myfreecam.com, un site pornographique qui gagne de l'argent en vendant des jetons que les utilisateurs peuvent échanger pour contraindre des modèles à effectuer des actes sexuels. myfreecam.com est affiché comme annonceur sur presque toutes les plateformes de Chat Avenue, y compris sur certains sites directement destinés aux enfants tels que Girls Chat ou Boys Chat. myfreecam.com. Je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt. Il s'agit de cette fameuse bannière publicitaire présente sur la page d'accueil du groupe Chat Avenue, sur laquelle on retrouve tous les sites de discussion qu'il propose, mélangeant ceux destinés aux enfants avec ceux très explicites destinés aux adultes. En gros, je vais faire une petite image, mais c'est comme si on avait placé une salle de jeu pour enfants au beau milieu d'un club échangiste. Merci pour l'image, oui, car c'est ça en quelque sorte. Mais ce que cela signifie aussi, c'est que tout adulte cherchant des sites de discussion à caractère sexuel peut de manière plus ou moins directe tomber sur ce vivier d'enfants et d'adolescents. Et en partant de KidsChat ou de TeenChat, on retrouve un lien dans leur FAQ respective menant directement au site mère, Chat Avenue, qui regroupe et présente bien entendu tous leurs sites de discussion. Il suffit donc de 2 clics pour qu'un enfant tombe dessus, ce qui démontre une fois de plus la non-fiabilité de ce site et le foutage de gueule, excusez-moi du mot, en termes de protection de l'enfance. À ce stade de l'enquête, je me suis posé une question personnelle. Depuis que tout ça a été exposé sur Internet, en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Et je me pose la question en ayant en tête le fait que la police et le FBI aux USA sont mis au courant de tout ça. Et pour le savoir, quoi de plus simple que de générer un faux profil sur le site KidsChat en utilisant l'image d'une demoiselle d'environ 14 ans, générée par intelligence artificielle, se présentant sous le pseudonyme de Kirikou. Salut, c'est moi. Il n'a fallu que quelques minutes pour qu'un certain Raoul se présente à moi et commence à me proposer de me montrer ses parties intimes. Quelques minutes plus tard, il essayait déjà de me rediriger vers une autre plateforme afin de me montrer des photos encore plus intimes. Pour confirmer la présence de prédateurs, je me suis également rendu sur TeensChat et le constat est identique. En 2 minutes à peine, un individu du nom de ThatNiceGuys22 avoue avoir 30 ans et commence à me demander des choses que l'on ne demande pas à une jeune demoiselle. Ces messages, ils me sont parvenus dans la discussion privée du site. Mais ne croyez pas que le chat public soit exempt de ce type de profil. 5 minutes après mon arrivée, une autre personne présente dans le chat public donne un lien Discord, sans qu'aucun modérateur ne cherche à le supprimer puisque 20 minutes plus tard, le lien était encore présent dans le chat public. Par acquis de conscience, je suis allé consulter ce Discord, au cas où il ne s'agissait peut-être que d'un lien totalement innocent. Quelle erreur! Quelle naïveté de ma part! Bon, en fait, je m'y attendais. Mais sans entrer dans les détails, ce Discord n'est clairement pas destiné à des enfants. Tous les salons proposés abordent des thématiques que l'on retrouverait sur des sites pour adultes. Et maintenant que vous et moi avons pris conscience du danger que peuvent représenter ce type de site, je vous propose de suivre les traces d'un enquêteur de renom qui a réussi à déterrer l'identité cachée derrière le pseudonyme d'Arkham. En septembre 2025, une personne connue sous le pseudonyme de Clandestine ou Clandestine, opérant pour le site Ocent Industry, a pris les choses en main pour découvrir la véritable identité de la personne se cachant derrière le pseudonyme d'Arkham. Alors juste pour précision pour ceux qui ne savent pas, mais Ocent, en gros, c'est un regroupement d'enquêteurs en ligne qui collectent des informations, qui analysent et exploitent des données accessibles publiquement, c'est-à-dire sans hacking. Exactement.
Et ne pensez pas que Clandestine est un amateur, hein. Son travail d'enquête est reconnu depuis longtemps sur Internet par des hautes autorités. Afin de découvrir l'identité de la personne se cachant sous le pseudonyme Arkham, Clandestine a dû mettre en place un stratagème des plus élaborés. Un piège intelligent et affûté à souhait dans lequel notre proie est tombée les yeux fermés. Non. En fait, là je vous fais marcher. Pour trouver le vrai nom d'Arkham, il lui a suffi d'aller sur Reddit et de trouver des témoignages d'anciens utilisateurs du chat. Le propriétaire est au Canada, il s'appelle Daniel Yee, il héberge le site via Cloudflare, il achète des serveurs aux États-Unis mais vit au Canada, afin, petit a, de ne pas se faire repérer, petit b, de ne pas se faire arrêter. Donc pour faire fermer le site, il faudrait contacter la police canadienne à ce sujet. Et ben boum, en quelques lignes, l'affaire est pliée. Bah tu déconnes. Ah bien entendu, je déconne. Les choses ne sont pas en fait si simples que ça, car si l'on connaît la vraie identité d'Arkham, rien pour l'heure ne lie de manière explicite ce fameux Daniel Yee à notre histoire. Il ne faut pas prendre un simple commentaire pour argent comptant. Mais un phénomène inattendu va venir donner un énorme coup de main à Clandestine. En août 2022, la frustration a atteint son paroxysme sur KidsChat et TeensChat. Des utilisateurs mécontents se sont tournés vers des forums publics pour exprimer leur colère face aux décisions prises par l'administrateur des sites. Un changement controversé dans la politique de suppression des messages des plateformes a déclenché une véritable révolte, accompagnée d'un slogan clair et fédérateur. Fuck Daniel Yee. Une révolte de la part des utilisateurs va mener à un résultat qui va grandement faciliter la tâche de Clandestine. Daniel Yee est désormais explicitement pointé du doigt comme étant l'administrateur principal des sites de discussion. Et cette colère va pousser des hackers à doxer Daniel. Et attention, doxer, il ne faut pas le faire. Bien que via Google Chrome, les informations de ce dernier soient difficilement trouvables, en utilisant un autre moteur de recherche comme Yandex et les bons mots-clés, on peut tomber directement sur le site Doxbin, contenant toutes ses données personnelles. On y apprend son adresse email, sa localisation géographique, son adresse physique, mais surtout l'adresse de son site internet personnel et ses autres pseudonymes. Et en voyant ça, je me suis demandé ce que donnerait une petite recherche au travers de la Wayback Machine en utilisant son blog perso. Ce blog, Daniel semble l'avoir particulièrement nourri de 2010 à 2012. On y apprend qu'en 2010, Daniel habitait Shanghai, mais qu'il aimait venir en vacances au Canada pour passer du temps, entre autres à Toronto. Durant cette même année, il aurait également voyagé à Macao ainsi qu'à Hong Kong. L'année suivante, en 2011, même chose. Il revient à Toronto, puis repart à Shanghai avant de publier un billet intitulé « Magnifique instantané de l'endroit que j'appelle ma maison ». En dessous de ce titre, on retrouve une vidéo de la ville de Toronto. Cette même année, il dévoile également une autre de ses passions, Call of Duty. Hélas, il ne donne pas plus d'indications sur ce sujet. Enfin, sa dernière entrée de journal, elle, date du 15 mars 2012, où il indique passer du temps en Thaïlande. Après cela, il met son blog en privé, le reste étant protégé par un mot de passe. Au travers de ses posts, on retrouve deux images sur lesquelles on peut voir physiquement à quoi ressemble Daniel. L'une est liée à son compte Facebook, et l'autre à un panneau présentant plusieurs photos en Thaïlande. Mais bien que l'on puisse mettre un visage sur cet individu, cela ne nous en dit pas plus sur la personne à qui nous avons affaire. Du côté de Clandestine, les recherches ont permis de découvrir d'autres éléments. Daniel possède un compte Google sur lequel il déclare vivre en Chine. Sauf que, non, nous savons que c'est faux puisqu'en fait, il est en réalité à Toronto. Et ce n'est pas non plus son seul mensonge. Sur le site Quora, Daniel utilise le pseudonyme de VidaBlue et prétend habiter en Australie. Mais en allant encore plus loin, voici ce que Clandestine et le site Ocinte Industries ont déduit. De plus, Ocinte Industries a révélé une activité sur des plateformes de jeux, des outils de développement web et des sites pour adultes. Pour Clandestine, les premiers suggéraient un contact avec des jeunes ainsi que la capacité de créer un site basique comme KidsChat ou TeensChat. Les seconds indiquaient des centres d'intérêt compatibles avec un comportement prédateur. Ces suspicions se basent à la fois sur la présence de Daniel sur des plateformes de jeux en ligne comme Call of Duty, mais aussi sur les outils professionnels auxquels il a souscrit tels qu'Adobe, Autodesk ou encore WordPress, sans oublier son compte personnel sur une plateforme pour adultes, Xvideo. Dans l'ensemble, ce que Clandestine et Ocinte Industries ont découvert, c'est que Daniel, alias Arkham, a essayé de ne pas laisser de traces sur Internet, mais qu'il a totalement manqué son coup. On l'a vu à travers les localisations contradictoires qu'il donne lors de ses inscriptions, sur lesquelles une fois il se dit en Chine, une autre fois en Australie. On le remarque aussi par la multiplicité des pseudonymes qu'il emploie. Dan, Didi, Danny, VidaBlue et bien entendu Arkham. En gros, la sécurisation de son identité en ligne est absolument au même niveau que celle qu'il emploie pour protéger les enfants sur les sites de chat, c'est-à-dire ridicule. Et après ça, pour rappel, il demande quand même à des enfants de 13 ans leur pièce d'identité en leur disant «
de lui faire confiance. Enfin, nous avons vu également qu'il a enregistré ses sites sur le site Cloudflare, qui est un service souvent utilisé pour masquer l'adresse IP d'un serveur. Sauf que pour enregistrer ses domaines sur Cloudflare, ce Daniel a commis une erreur de débutant. Il a utilisé comme adresse administrative arkham@kidschat.net. Le rapport d'Osint Industries se termine ainsi. Cette traque de prédateurs menée via l'Osint a été un succès sans la moindre réserve. L'identité, l'infrastructure et la localisation de Yi ont été mises au jour, permettant ainsi qu'Arkham puisse être traduit en justice. Mais surtout, cette enquête a mis en évidence un prédateur ayant accumulé 20 années d'erreurs flagrantes de sécurité. Ah donc Daniel Yi est passé devant la justice, il a fini par se faire arrêter? Eh bien, je ne sais pas. On ne trouve aucune trace pour l'instant sur Internet d'une telle arrestation, mais à partir de là, je me permets de vous emmener un peu plus loin encore dans ce rabbit hole, car si la réponse peut paraître simple au premier abord, il existe d'autres points qui ne le sont clairement pas. Dans ce dernier chapitre, nous allons aller encore plus loin dans cette histoire, car tout est loin d'être terminé. Désormais, ce qui va suivre n'est que ma propre analyse d'une situation qui dépasse largement le cadre de Daniel Yi. Pour commencer, Daniel a été présent pour la dernière fois sur le site KidsChat le 1er décembre et sur TeenChat le 31 août 2025. L'enquête d'Osint Industries, elle, est sortie le 8 septembre 2025. Donc bien que Daniel n'ait pas été vu depuis plusieurs semaines, son profil est toujours là et les sites de chat sont encore bien actifs. Deux solutions s'offrent alors à nous. Soit la justice a décidé que le dossier manquait de preuves pour arrêter Daniel, soit elle est simplement lente à agir. Ce dernier point étant totalement plausible, car l'affaire n'est pas seulement canadienne, mais nord-américaine. Cependant, je pense qu'en fin de compte, il manque encore des éléments à cette enquête. Et là, accrochez-vous, car on part dans l'hyperespace des découvertes. Pour noyer le poisson, les noms de domaine des sites entourant le petit monde de Daniel Yi ne sont pas enregistrés dans les mêmes pays. KidsChat est enregistré en Islande à une adresse inattendue correspondant à un bâtiment dans lequel on retrouve, et accrochez-vous bien, le musée phallologique islandais, ou si vous préférez, le musée du pénis. C'est dans un article du New York Times que l'on apprend la raison de l'utilisation de cette adresse. L'immeuble de bureaux moderne situé près du port, dans la capitale islandaise Reykjavik, est surtout connu pour abriter le musée phallologique islandais qui expose 320 spécimens de pénis de mammifères. Mais pour ceux qui suivent les dérives du cyberespace, ce bâtiment possède aussi une autre réputation, celle d'être un véritable paradis offshore virtuel pour certains des pires auteurs mondiaux de vol d'identité, ransomware, désinformation, fraude et autres activités illégales. Ce bâtiment abrite donc des serveurs permettant l'enregistrement de noms de domaine de manière anonyme. Et là, on parle d'un site de discussion pour enfants et ados, pas d'un site de vente d'armes ou de drogue. Le site TeenChat est quant à lui enregistré à une boîte postale au Panama, une boîte postale que l'on ne peut simplement pas retracer car elle ne semble tout simplement pas exister. Alors, si ça c'est pas suspicieux, mais c'est pas terminé. Nous avions vu en début de vidéo que KidsChat et TeenChat faisaient partie d'un seul et même groupe, Chat Avenue. Et Chat Avenue est un domaine, lui, enregistré à Shanghai. Shanghai qui est également une ville où Daniel Yi aimait se rendre. C'est ce qu'il avait dit dans son blog. J'ai presque envie de dire comme par hasard. Mais bon, ici, on ne peut établir de lien clair, si ce n'est que sur 3 noms de domaine, nous avons 3 adresses différentes. Ensuite, je me suis demandé où était enregistré le nom de domaine myfreecam.com, que l'on retrouve sur les sites de Chat Avenue à plusieurs reprises sous forme de bannières ou d'encarts publicitaires. Et cette fois-ci, on tombe sur le second étage d'un bâtiment situé, lui, en Floride, là où se trouvent les bureaux d'une entreprise spécialisée dans la chirurgie plastique. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais suite à cela, je me suis penché sur une autre trouvaille particulièrement troublante. Un peu plus tôt dans cette enquête, nous avons vu via la Wayback Machine que le site kidschat.net appartenait à un groupe, Chat Avenue, ce qui a été confirmé par la journaliste Anna Slatz. Sauf qu'aujourd'hui, si l'on se rend sur le portail de Chat Avenue et que l'on clique sur le lien KidsChat, on atterrit sur un autre site de discussion. Il est similaire à kidschat.net, mais possède un nom de domaine différent et aucun administrateur, donc aucun modérateur, ne semble y être présent. Pourquoi alors Chat Avenue, qui est à l'origine de la création de KidsChat.net, a-t-il soudainement décidé de rendre ce dernier indépendant tout en proposant un chat similaire sur sa propre page d'accueil ? Ça ne fait aucun sens. Je l'ignore, mais ça ne fait aucun sens. Mais encore une fois,
tout ça, c'est plutôt suspect. Et c'est pas terminé. Il existe sur Internet une multitude de sites de discussion dédiés aux mineurs, allant du simple salon textuel aux sites plus thématiques, comme les chats de roleplay par exemple, dans lesquels les enfants et ados incarnent des avatars. C'est en fouillant dans cette nébuleuse que l'on découvre l'existence d'une autre entreprise, identique à Chat Avenue en tout point. 321 Chat. Tout comme sa grande sœur, cette plateforme mélange salon pour enfants et salon pour adultes, le tout saupoudré de liens vers des sites à caractère sexuel. Ce qui saute aux yeux en visitant ces salons, c'est que les modèles utilisés pour construire les sites sont à quelques détails près identiques. On pourrait même dire que, quel que soit le site que l'on choisit sur ces réseaux, l'interface reste la même. Et il en va de même pour le manque de sécurité concernant les limites d'âge allant de faible à totalement inexistant. Sur 321 Chat, les deux personnages gérant les salons pour enfants sont un certain administrateur, qui ne s'appelle que administrateur, et un autre nommé Chatmaster, dont les identités restent pour les deux inconnues. Le problème, c'est que l'on y rencontre exactement les mêmes dérives. En seulement quelques minutes de présence avec le faux profil que j'ai créé, les prédateurs ont commencé à rôder, multipliant les propositions qui ne devraient jamais figurer sur de tels sites. Est-ce qu'alors les entreprises Chat Avenue et 321 Chat ont un lien entre elles ? Non, car après avoir fouillé dans le passé du site, j'ai retrouvé la personne à l'origine de tous les forums présents sous la bannière de la compagnie 321 Chat. Il s'agit d'un individu nommé Greg Barrow. Pour une raison obscure, il a décidé aujourd'hui d'effacer son identité de la page de son propre site, ce qui n'est généralement pas très bon signe. Sur un autre site nommé SEMrush, on peut par ailleurs consulter un graphique comparant 321 Chat et ses concurrents sur l'année 2025. On peut par exemple y voir que 321 Chat a attiré 302 000 visiteurs, tandis que Chat Avenue en a cumulé, lui, 6,76 millions. On y découvre également d'autres réseaux regroupant des salons par thématique, comme chatib.us, y99.in, talkwithstranger.com ou encore yeasychat.com. Sauf qu'à l'inverse de Chat Avenue et de 321 Chat, ces derniers ne proposent pas de salons pour enfants, où s'agglutinent des prédateurs en quête de proie. Un autre point démontre à quel point ce Greg Barrow, tout comme Daniel Yee, ne s'inquiète guère de cette situation. Dans un classement des chats en ligne présenté sur le site officiel de 321 Chat, Chat Avenue, Kids Chat et Teens Chat sont présentés comme étant trois entités distinctes. C'est pourtant faux. Nous avons prouvé et démontré grâce à la Wayback Machine que Kids Chat et Teens Chat font partie intégrante de Chat Avenue. Alors pourquoi Chat Avenue s'est-il séparé de ces deux domaines historiques pour en créer des nouveaux, tout aussi infestés de prédateurs, comme nous l'avons vu plus tôt? Ça reste un mystère. L'entreprise aurait pu montrer patte blanche en se désolidarisant des salons pour mineurs ou en cessant de les présenter aux côtés des salons pour adultes, mais non, ça n'a pas été le cas. Au lieu de cela, ils ont simplement remplacé les anciens liens par de nouveaux salons sur leur page principale, multipliant ainsi les opportunités pour les prédateurs de trouver de nouvelles proies. En 2025, pénétrer sur l'un de ces salons interdits aux plus de 19 ans reste d'une facilité déconcertante. Un pseudonyme, un âge, un genre, et boum, vous y êtes. Pour conclure, oui, Mamamax avait raison de dénoncer ce site en 2020. Hélas, depuis, rien n'a changé. Pire encore, en creusant davantage, on peut découvrir que ces salons pour enfants se multiplient sous la même forme, avec les mêmes failles et la même présence de prédateurs. Leur but restant inchangé, isoler les jeunes pour les rediriger vers les sites comme WhatsApp afin d'y échanger des contenus inappropriés. Alors j'ai une dernière question à te poser avant que l'on clôture ce voyage, mais est-ce qu'il existe de tels chats en France ? La réponse est oui, il en existe, exactement similaire au salon de discussion Chat Avenue ou 321 Chat. J'y suis allé et j'ai testé pour voir si l'on trouvait les mêmes problèmes que sur les autres sites et il ne m'a pas fallu 5 minutes de ma présence en tant que demoiselle de 14 ans pour qu'une multitude de garçons et d'hommes viennent me faire des propositions. Pire encore, au moment de ma présence dans le salon, nous étions pas loin de 1600 utilisateurs, ce qui est bien plus que la moyenne des utilisateurs présents sur les salons de Chat Avenue et 321 Chat qui tournent eux selon les heures entre 20 et 400 utilisateurs simultanés. Le site en question est EuropeNet, sauf que la différence entre ce salon et les autres que je vous ai présentés précédemment, c'est que ce dernier mélange tous les âges, quel que soit le sexe. Il n'y a pas de séparation enfant-adulte. C'est encore pire. Je me suis inscrit en me faisant passer pour une ado de 14 ans et je n'ai eu aucun problème pour entrer sur le chat. En laissant mon pseudo actif, au bout de 20 minutes, 20 messages perso m'ont été envoyés. Voici quelques exemples de ce que j'ai reçu. Christo m'a demandé « La princesse a-t-elle déjà porté du cuir? Des talons ?» John84, qui indique avoir 40 ans, me dit gentiment que «
Mon âge ne gêne pas du tout. Legilis est un peu plus direct en disant « Bonsoir, ça intéressait de venir ce soir te faire chatouille chez moi sur Bourges jusqu'à dimanche pour gagner 600 €. » En gros, Legilis a pris une ado de 14 ans pour une prostituée. Plouf m'a demandé de montrer une photo en m'expliquant qu'il ne faut pas être gêné. Et enfin, Zaza17 me laisse carrément un lien vers une photo privée que je ne vais pas vous montrer ici, car pour rappel, je suis censé avoir 14 ans. Contrairement à KidsChat, TeensChat et leurs doublons sur Chat Avenue et 321chat, EuropeNet n'est pas spécifiquement dédié aux enfants. Il est tout public. Le souci vient ici du mélange entre enfants, ados et adultes, couplé comme pour les autres sites à une pauvreté abyssale en termes de vérification d'âge et de modération. En conclusion, ce voyage dans les entrailles d'Internet aura permis de déterminer que le problème de la présence de prédateurs dans ces salons de discussion en ligne dépasse largement le simple cas de KidsChat, mise en avant par Mamamax et d'autres youtubeurs en 2020. Il en va de même pour l'enquête d'Ocint Industries qui s'est elle aussi arrêtée à KidsChat et TeensChat. On voit bien ici que l'éventail des portes d'entrée pour les prédateurs est bien plus large que ce qui a été jusqu'ici mis en avant. Enfin, le dernier problème est sûrement le plus important. Mais que font les autorités? Cela fait des années que l'on sait ce qu'il se déroule sur ces sites et pourtant ils sont toujours là, bien en place. Ils ne changent rien et ne paraissent inquiétés par personne. Pour signaler ce genre de site, prenez des captures d'écran comme preuve et adressez-vous aux autorités compétentes. En France, vous pouvez saisir l'Arcom, la police, la gendarmerie ou utiliser une plateforme comme Pharos. Si vous avez d'autres solutions, mettez-la en commentaire. Et au Canada, pareil, nous avons le site cybertip.ca, géré par le Centre canadien de protection de l'enfance, ainsi que la GRC, ou la RCMP. Maintenant que vous êtes prévenus, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce monde insidieux des groupes de discussion en ligne, je compte sur vous pour le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, le boost, si vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. Et n'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, j'ai également un Patreon pour lequel vous pouvez souscrire si ça vous tente. Merci aux membres Patreon, merci aux membres YouTube, prenez tous et toutes vraiment grand soin de vous, ciao bye, et à la prochaine. Et ben voilà, c'est ici que nous nous quittons, alors sur ce, moi aussi je vous dis ciao bye, prenez soin de vous, et à la prochaine. Pom, pom, pom.